Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à toutes et tous, hein. Merci infiniment de votre participation, toujours plus nombreux à ce second séminaire organisé par iMind, qui est le Centre d'excellence autisme et troubles du neurodéveloppement, qui est basé à Lyon. Alors, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux invités qui vont discuter l'un après l'autre, puis ensemble et avec vous, des enjeux qui sont liés à notre consommation des écrans. Que pouvons-nous considérer comme un bon équilibre du temps d'écran et surtout qui peut en juger? Alors, nous recevrons tout d'abord Monsieur Pascal Bellanca-Penel, qui est un ex-enseignant qui est concerné par l'autisme et qui est aujourd'hui bénévole au Centre Ressources Réhabilitation de l'hôpital du Vinatier et au Centre Ressources Autisme, et qui a développé un podcast Troubles dans le spectre. Pascal ouvrira ce webinaire en nous parlant de sa pratique et de celle des membres de sa famille, et donc livrera son expérience personnelle. Il va nous expliquer ce que les écrans lui ont apporté et comment il les gère et les intègre à son quotidien. Ensuite, nous donnerons la parole au professeur Benjamin Roland, qui est chef du pôle MOFA et responsable du service d'addictologie du centre hospitalier Le Vinatier, également situé aux Hospices civils de Lyon. Benjamin, lui, va proposer une approche complémentaire de celle de Pascal, basée sur une revue de la littérature internationale et notamment sur l'épidémiologie. Et Benjamin abordera avec nous la controverse des recommandations françaises de pédiatrie qui préconisent le principe médiatisé du 3-6-9-12. Avant de leur laisser la parole, quelques mots pour le bon déroulement de ce webinaire. Alors, vous allez assister à deux présentations de 15 minutes et ensuite, il y aura un temps d'échange, échange en prenant la parole ou par réaction sur le chat. Pendant la présentation de nos deux invités, je vous demande de bien couper les micros. Ensuite, vous pouvez, au fur et à mesure des interventions, poser des questions par le chat qui pourront être reprises à la fin des interventions. Pour finir, ce webinaire va être enregistré, fera l'objet d'un montage et d'une retransmission sur notre chaîne YouTube d'iMind. Si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse à l'écran, nous vous demandons de bien vouloir couper votre caméra. Vous pourrez bientôt retrouver tout cet enregistrement sur notre chaîne YouTube et je vous souhaite sans plus tarder un excellent webinaire. Très bien. Merci beaucoup Caroline pour cette invitation. Merci pour cette parfaite introduction. Merci à Jennifer et Raphaël pour la préparation efficace de ce webinaire. Alors, lorsque Raphaël et Jennifer m'ont contacté il y a de cela quelques semaines, je me suis demandé ce qui me qualifiait pour être devant vous aujourd'hui et participer à ce webinaire en tant qu'intervenant. Et j'ai compris plus tard que ce qui me qualifiait, c'était le fait d'avoir répondu certainement dans la minute au mail de Jennifer me proposant d'intervenir aujourd'hui, et que donc ma relation aux écrans était peut-être suffisamment tenue pour que je puisse le faire aujourd'hui. Alors, je vais aborder 3 points. Tout d'abord, vous parler un petit peu de moi, vous dire qui je suis, d'où je parle, de ma relation aux écrans, comment est-ce que ça marche et à quoi est-ce que ça me sert, éventuellement en lien avec l'autisme qui m'occupe aussi. Et puis je terminerai en guise de transition par évoquer très très rapidement, si j'ai le temps, hein, le contexte socio-technique de notre relation aux écrans qui est tout sauf neutre. Alors, j'ai 50 ans, je m'appelle Pascal Bellanca-Penel, je suis marié, j'ai 2 enfants, même si il n'y en a qu'une qui figure sur la petite iconographie là. Ils ont 15 et 20 ans, et ma fille est aussi une adolescente concernée par l'autisme. J'ai passé 23 ans, effectivement, comme le disait Caroline, au service de l'éducation nationale, et ce service est interrompu en décembre et novembre 2019,
par un épuisement cognitif et physique qui m'a valu une première hospitalisation en psychiatrie en novembre et décembre 2019 et une seconde hospitalisation ensuite en juin 2021, un suivi en hôpital de jour et une dépression résistante qui m'occupe encore aujourd'hui. Durant ces 2 années, j'ai reçu 2 diagnostics d'autisme concordants, un par le Centre Ressources Autisme du Vinatier et un par l'unité TS2A, qui est une unité aussi liée au Vinatier. Et je m'occupe, comme le disait Caroline, de façon bénévole, d'activités au CRR, à la bibliothèque du CRR et au CRA, notamment dans la production d'un podcast qui tourne autour de l'autisme à partir de la parole de personnes concernées, qui s'appelle Troubles dans le spectre. Alors, pour parler peut-être rapidement de ces 2 hospitalisations et de mon lien aux écrans associés, puisque je pense que ça peut être un point intéressant. Lors de ma première hospitalisation, j'ai souhaité me couper entièrement de tout usage numérique et de toute exposition aux écrans, et j'ai donc refusé d'être suivi à l'hôpital par mon téléphone, par mon ordinateur portable, et j'ai refusé toute télévision en acceptant uniquement les interactions liées aux échanges des personnes du service en question. Lors de ma seconde hospitalisation, en juin 2021, j'ai fait un choix un peu différent, puisque j'ai décidé de réintroduire le téléphone portable, mais de façon passive, sans jamais poster quoi que ce soit sur les réseaux, en refusant toujours autant la télévision et l'ordinateur, et en faisant le choix d'interagir le moins possible avec les gens du service pour limiter la charge liée aux interactions durant cette seconde hospitalisation. Alors, pour essayer de voir la place que prennent les écrans dans mon quotidien, j'ai essayé de faire une espèce de typologie, mais ce n'est pas très compliqué, on a tous quasiment les mêmes. Un téléphone portable, un ordinateur qui nous sert au travail ou pas, une liseuse en ce qui me concerne, puisque je suis un gros lecteur en volume, et la télévision. J'ai essayé de quantifier ça à l'aide d'une petite application chargée sur mon téléphone qui me proposer un retour journalier et hebdomadaire sur ma consommation moyenne d'écran. Et donc, vous le voyez uniquement pour le téléphone portable, on trouve globalement une moyenne de 3,5 heures par jour, ce qui est beaucoup, d'usage du téléphone portable, de 2 heures en moyenne pour l'ordinateur portable, d'1 heure en moyenne pour la liseuse, et d'une demi-heure pour la télévision. Ce qui fait globalement 7 heures, vous l'avez compris, d'usage d'écran au quotidien. Ceci étant compris comme une fréquentation des écrans alors que je suis en congé maladie et que donc j'ai, on va dire, une disponibilité beaucoup plus grande et une charge de travail évidemment sans comparaison par rapport à ce que j'avais précédemment. Alors, au-delà de l'aspect quantitatif, ce qui m'a paru intéressant, c'est d'essayer de discerner les usages que je pouvais avoir de ces écrans et de ma fréquentation des réseaux sociaux notamment. Et j'ai discerné globalement 7 types de pratiques. L'exploration, qui m'occupe beaucoup, l'interaction, relativement peu, mais quand même, le travail. Je continue à travailler pour le podcast et pour différents projets, et donc à utiliser l'ordinateur pour cela. La création, je crée, on en parlera, différentes petites choses. L'écoute, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup, je joue aussi, et le partage, qui est pour moi quelque chose d'important. Alors, pour passer très rapidement sur mes usages des réseaux sociaux et notamment de Twitter, vous savez que les psychologues dans le TSA utilisent le terme de centre d'intérêt restreint, les fameux CIR, pour parler d'occupations extrêmement intenses, parfois à visée documentaire, qui peuvent intéresser les personnes autistes. Et donc, je joue beaucoup, tous les jours, une dizaine, une quinzaine de parties d'échecs par jour. Je me documente sur Twitter sur la vie du monde des échecs. Je résous quelques problèmes aussi par jour et donc ça m'occupe chaque jour un petit peu. J'explore
de nombreuses bases documentaires. Je suis très intéressé par les bases documentaires iconographiques et donc Gallica m'occupe aussi et les banques photographiques, notamment des années 20 et des années 30, font mon bonheur. J'explore aussi Twitter pour nourrir ma passion de la littérature et des sciences humaines et sociales. Et il faut dire que c'est un espèce de puits sans fond de ce point de vue-là. Ce que me permettent aussi de faire les réseaux sociaux, et notamment Twitter encore en particulier, c'est de partager d'une façon spéciale, on le verra tout à l'heure, de partager mes passions, et notamment l'une des affordances de Twitter permet de partager sur ce qu'on appelle des threads, des fils ou des enfilades. Et il se trouve que j'ai fait, et je fais encore, quelques fils autour de mes centres d'intérêt restreints, comme l'Égypte antique, où vous pouvez trouver sous ce premier tweet une centaine de messages, tous illustrés, qui me permettent de partager, de communiquer ma passion de l'Égypte ancienne avec le public très peu nombreux que j'ai sur Twitter. De la même manière, je suis absolument passionné par ces petits oiseaux qu'on appelle les martinets, qui nous viennent d'Afrique chaque année au mois d'avril et au mois de mai en France. Et vous pourrez trouver sous mon compte Twitter une centaine de messages à base documentaire, parfois encyclopédiques, sur ces petits oiseaux que je trouve merveilleux et que je retrouverai avec plaisir dans quelques semaines maintenant. Dernière chose que je peux partager sur Twitter, notamment des poésies. Twitter est un lieu où on peut trouver et échanger avec des poètes contemporains. Et donc, je partage aussi la poésie que je peux pratiquer, à savoir la poésie courte, le haïku, et ces poésies express. Alors, au-delà plutôt de l'aspect quantitatif et de l'aspect qualitatif, ce qui me semble intéressant du point de vue des TSA ou du TSA, c'est de comprendre que ce que me permet Twitter, ce sont des échanges dissymétriques et non synchrones. Alors, je m'explique. C'est une ethnographe dont je vous conseille fortement le livre qui s'appelle « C'est compliqué ». Cette ethnographe, c'est Dana Boyd, qui a étudié pendant une dizaine d'années une cohorte d'adolescents américains et leur rapport aux réseaux sociaux dans les années 2010. Donc, ça date un petit peu. Les réseaux auxquels ces adolescents étaient confrontés étaient différents, mais on va dire que le comportement, en tout cas on peut faire l'hypothèse que le comportement de ces adolescents est strictement le même. Et l'une des choses que m'a appris ce livre, c'est que si je suis à l'aise pour interagir, pour partager, pour explorer mes centres d'intérêt restreints sur Twitter, c'est que ce réseau social-là me permet des échanges dissymétriques et non synchrones. Au contraire, typiquement, du téléphone, qui engage une relation symétrique et synchrone. Je déteste le téléphone et je ne réponds quasiment jamais au téléphone, même si ce sont des amis ou des parents, quand je ne l'ai pas décidé. Et donc, typiquement, je ne suis à l'aise que lorsqu'il y a des relations dissymétriques et non synchrones. Et encore une fois, cet espace et les affordances du réseau social Twitter me permettent absolument de le faire. Alors, pour parler un petit peu de mon hygiène numérique, si on peut l'appeler comme cela au quotidien, et au fait qu'il faille résister à cet envahissement numérique, je vous précise, sans que ce soit évidemment une recette absolue, ce que je peux pratiquer au quotidien, à savoir l'absence totale de notifications, quelle que soit l'application associée. Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que je ne réponds pas à leur mail tout de suite ou à leur message SMS immédiatement, mais en tout cas, c'est mon choix. Je refuse les notifications. J'ai installé des rituels. Autrement dit, je n'utilise mon téléphone portable que de façon, en tout cas, à des moments très particuliers. Et je me fais aider pour limiter le temps d'exposition au téléphone par un objet qui est tout simple, qui s'appelle un timer, qu'on peut trouver sur uptoys.fr et qui m'a été conseillé par Lucille Herzog, qui est une spécialiste concernée par le TDAH et qui a créé le site tdahageadulte.fr auquel vous pouvez vous référer. Ces rituels me permettent de ne pas me faire déborder par cette exposition aux écrans. Il y a, au-delà de ça, des sanctuarisations
que j'ai opérés dans l'espace, puisqu'il y a des espaces qui sont libres de tout téléphone. Évidemment, la table à laquelle nous essayons pour manger ensemble avec mon épouse et mes enfants, et la chambre où il n'y a absolument aucun écran, à part l'écran de la liseuse. Là, pour le coup, c'est une contravention. Et puis, il y a quelques semaines par an où je laisse le téléphone à Lyon et où j'essaye de m'exposer le moins possible aux écrans. Une autre petite astuce, c'est que j'ai téléchargé un widget sur le téléphone qui me permet d'avoir un espèce de feedback sur le temps d'écran instantané. Et donc, je peux juger si mon temps d'écran est raisonnable ou si ça dépasse toute limite et si je me suis laissé déborder par tout ça. Alors, pour aborder dans les minutes qui me restent très très rapidement la relation, non pas uniquement de la mienne, mais de nos enfants aux écrans, je vais partir d'une petite citation que j'ai entendue au CRR lorsque nous avons reçu des élèves de 3e qui sont venus faire leur stage au CRR pendant quelques jours. Et lorsque nous parlions d'addiction et d'exposition aux écrans, l'une des élèves, qui reste anonyme ici, a indiqué que c'était les parents qui stigmatisait les enfants de ce point de vue-là. Et alors évidemment, c'est caractéristique d'une relation extrêmement compliquée, comme le titre du livre de Danah Boyd le laisse penser, une relation très compliquée entre les enfants, les parents et les écrans, confirmée par un sondage de l'IFOP relevé par Bruno Patino, qui indique que 59% des Français s'inquiètent de l'impact des écrans sur les enfants et que 70% de ces parents se disent eux-mêmes dépendants aux écrans. Alors on laissera aux spécialistes le soin de commenter ce 70%. Je pense qu'il est un tout petit peu exagéré, mais je voulais insister sur le fait que l'une des choses que m'a appris la lecture du livre de Danah Boyd, cette ethnographe, c'est que globalement, pour nos enfants, pour nos adolescents, les écrans et les réseaux sociaux, alors je ne parle pas des jeux, les écrans et les réseaux sociaux sont une espèce de continuation de l'apprentissage social par les pairs dans des espaces numériques qui sont publics, mais qui doivent rester privés aux parents. Alors, l'une des images que prend Danah Boyd, c'est le fait que, vous le voyez sur cette photo-là, vous avez un groupe d'adolescents, vous comprenez que ça se passe dans les années 80 ou 90, puisqu'ils n'ont pas de téléphone portable à la main, et ils se trouvent dans un espace public, mais personne, ils échangent évidemment entre pairs, mais personne n'aurait l'idée de venir les interrompre ou venir espionner ce qu'ils se disent. Alors pourquoi Danah Boyd utilise un principe de sociologie du sociologue américain Erving Goffman qui parle de principe d'inattention civile, qui doit être respecté dans tout espace urbain, même s'il est public. Et donc, ce que propose Danah Boyd, c'est l'idée de dire que ces réseaux sociaux, pour nos enfants, même s'ils se sont vus toute la journée à l'école, même s'ils se reconnectent après leurs devoirs ou même avant, constituent cet espace où ils ont besoin de continuer à se retrouver pour échanger, même dans un espace public, entre eux, et que la moindre des civilités de la part des adultes que nous sommes, c'est de respecter cette vie privée, même si elle est exposée en public. Alors, rapidement, sur la relation des écrans à ma fille, qui est aussi TSA, elle utilise globalement TikTok et Instagram, le téléphone portable et puis l'iPad de façon active, puisqu'elle dessine beaucoup, c'est l'un de ses centres d'intérêt actifs, et elle est aussi extrêmement fan de cinéma et donc regarde chaque jour quasiment un film ou une partie d'un film sur son écran. Alors, je ne vais pas le lire, ce qu'elle m'a permis de partager avec vous, mais il y a 2 ans, elle a 15 ans aujourd'hui, à la demande de sa professeure de français, elle racontait tout ce que les réseaux lui avaient apporté et donc vous lirez si vous le souhaitez, c'est quelque chose d'extrêmement important pour elle, qui l'a constituée en tant qu'adolescente et qui lui a permis de grandir peut-être un petit peu mieux que si elle ne les avait pas. En tout cas, c'est ce qu'elle laisse entendre dans cette petite rédaction que je n'avais pas vue avant qu'elle ne la partage avec moi il y a quelques jours. Voilà, alors je finirai en guise de transition par essayer de dire que cette relation aux écrans que nous avons tous, nos enfants, nous-mêmes, elle n'est absolument pas neutre.
elle est absolument à intégrer dans un contexte socio-technique et même politique. Il y a un capitalisme de l'attention qui essaye de capter, parce que c'est apparemment la nouvelle richesse des réseaux sociaux au nombre Pascal, on va d'attention devoir, à leur profit. Oui, c'est ça. Pascal, on Je va termine. devoir donner la parole à Benjamin. Ok, très bien. Je vous Je laisse termine conclure en une simplement par, phrase. Voilà. voilà, par dire que je m'étais aperçu qu'il y avait une science qui s'appelle la captologie et qui est là pour capter notre attention au profit de ces réseaux-là. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Pascal. Eh bien, on va donner pour la seconde partie de ce webinaire la parole à Benjamin Rolland, hein, pour une bonne quinzaine de minutes. Et puis ensuite, on fera un temps d'échange et de questions jusqu'à 13h30. Voilà, donc j'en profite pour remercier toute l'équipe d'iMind et puis le professeur Demilly pour l'organisation de ce webinaire. Et puis d'une manière plus générale pour toute la dynamique sur les TND qui concerne l'addictologie, mais on a un partenariat croissant très fort sur le TDAH, qui est vraiment une zone d'overlap entre TND et troubles addictifs. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont construites à Lyon avec l'équipe de Caroline et avec iMind autour du TDAH. Voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis psychiatre addictologue. Alors, j'avoue tout de suite mon incompétence en matière de troubles du spectre autistique. Donc, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises pour ce qui concerne les aspects proprement liés aux troubles du spectre autistique. Et donc, je vais aborder un certain nombre d'éléments sur qu'est-ce que c'est un trouble addictif, qu'est-ce que ça n'est pas aussi, parce que la question des écrans, en fait, est une question qui touche à l'addictologie, mais qui touche aussi à notre vie quotidienne, hein. On constate tous que nos temps d'écran sont très importants. Donc, est-ce qu'on est tous addicts parce qu'on est dans une société qui nous pousse à consommer des écrans, ou est-ce qu'on est dans un changement sociétal et civilisationnel qui fait que les écrans nous happent et nous permettent d'avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant, hein. Je prendrai un exemple, c'est la crise ukrainienne là, qui évidemment capte notre attention parce qu'on est probablement tous plus ou moins inquiets par ce qui se passe. Il y a 20 ans ou 30 ans, on n'aurait pas pu suivre en direct tout ce qui se passe sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Alors, pour comprendre ce qu'est un processus addictif, il faut essayer de comprendre ce qu'est une vie dite normale. C'est difficile de dire ce qu'est une vie normale, mais en gros, on a tous un ensemble de rituels dans sa vie quotidienne, des rituels familiaux, des rituels professionnels, des rituels alimentaires, une vie sentimentale sexuelle qui est différente selon les gens, des sports et des loisirs qui sont différents selon les gens. Tous ces rituels de vie s'entremêlent les uns les autres et parfois les usages de substances ou certains comportements à risque addictif non liés à des substances, dont les écrans, font partie intégrante d'un ou plusieurs de ces rituels de vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont présents dans nos vies et nos rituels de vie quotidiens qu'ils constituent un comportement addictif. Ce qui caractérise le comportement addictif, ce n'est pas l'usage, c'est les conséquences de l'usage sur les autres rituels de vie. Et donc, quelqu'un qui va développer une addiction, une pathologie addictive, il va avoir un temps d'usage d'un produit ou d'un comportement qui va être croissant dans sa vie de tous les jours. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce temps croissant va être au détriment des autres rituels de vie. Et donc, il va y avoir un processus classique et même caractéristique du processus addictif, qui est un processus d'étiolement, d'étouffement des autres rituels de vie, hein. Et donc, ça, c'est typiquement la réponse à une question que moi, je pose souvent, par exemple, aux étudiants en médecine ou à des gens qui découvrent l'addictologie ou les addictions, c'est est-ce qu'un joueur de poker professionnel, par exemple, il est addict aux jeux de hasard et d'argent? Et donc, la réponse, si on suit ces petites rosaces, c'est que non, dans la mesure où, même si son temps de jeu peut être très important, et ben, s'il conserve une vie familiale, d'autres hobbies, loisirs, du sport, une alimentation relativement saine et équilibrée, et ben, il n'y a pas de critère d'addiction, hein.
Et donc, je reviens aux écrans parce que dans une vie antérieure qui m'a été rappelée par la connexion d'une collègue du Nord et de son équipe, j'ai eu une responsabilité sur une consultation d'addiction aux jeux vidéo à Lille, à l'époque où j'étais à Lille. Et donc, très souvent, on voyait des situations où il y avait des temps d'écran très importants, mais il n'y avait pas d'impact scolaire manifeste. L'enfant ou l'adolescent continuait à avoir une activité sportive importante. Et très souvent, on était plutôt dans des problématiques familiales, des divorces, des disputes, et puis peut-être une moindre préoccupation de l'enfant ou de l'adolescent qui pouvait expliquer un refuge dans les écrans. Voilà, ce sera important quand je reviendrai sur les questions de recommandation. Et donc, en addictologie, quand on arrête l'usage d'un produit ou l'usage ou un comportement, eh bien, on fait ce qu'on appelle un sevrage. Alors, pour les écrans, on peut faire un sevrage total ou partiel. Et très souvent, quand il y a un comportement addictif majeur, eh bien, il y a cet étiolement de l'environnement qui est retrouvé. Et évidemment, un environnement pauvre, c'est un facteur de risque majeur pour redévelopper des comportements d'usage ou soit de produits ou d'écrans ou d'autres types de comportements. Et donc, tout l'enjeu central de la prise en charge en addictologie, ça va être le processus de réhabilitation qui va consister à essayer de muscler un ensemble de rituels de vie plus riches, plus diversifiés et plus protecteurs dans la vie du sujet. Évidemment, c'est un travail qui se co-construit avec lui, hein, et donc c'est important cet aspect-là. J'y reviendrai pour peut-être les particularités de prise en charge chez les enfants ou les adolescents avec autisme. Et évidemment, plus on enrichit l'environnement, plus on protège contre un risque, sinon de reprise d'usage, du moins de reprise d'usage avec perte de contrôle. Alors évidemment, les facteurs psychiatriques sont des facteurs de vulnérabilité parce que d'eux-mêmes, ils appauvrissent les rituels de vie. Hein. Quelqu'un qui a une dépression, il va avoir par définition des rituels de vie plus pauvres parce qu'il va moins investir son champ professionnel, son champ familial, ses hobbies, ses activités physiques et sportives, son alimentation. Et donc, il va y avoir un phénomène de rétraction des rituels de vie. Et ce phénomène de rétraction des rituels de vie va être évidemment une porte ouverte pour que se glissent des comportements addictifs, des usages de substances qui, après, entraînent un effet de boule de neige et donc favorisent le processus addictif. Alors, c'est là où on arrive au champ de l'autisme et où je vais avancer à pas feutrer, puisque, comme je le redis, ce n'est pas mon domaine, hein, mais ce qui caractérise les personnes avec autisme, c'est qu'ils ont une asymétrie des rituels de vie par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'autisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un hyper-investissement de certains types de rituels de vie, peut-être plus solitaires, plus axés sur des comportements intellectuels, et donc ça peut ramener à certaines pratiques autour des jeux ou des écrans. Et au contraire, il va moins être attiré par certains rituels de vie, en particulier certains rituels de vie sociaux. Donc, il y a déjà une asymétrie dans les rituels de vie par rapport à un individu sans trouble du spectre autistique. Et donc, ça en fait à la fois une protection et une vulnérabilité, cette particularité vis-à-vis des rituels de vie. Et ce que montrent bien les études épidémiologiques, c'est qu'il semble y avoir quand même une moindre vulnérabilité par rapport à la population générale chez les personnes atteintes d'autisme vis-à-vis des addictions aux substances. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'épidémiologiquement, c'est beaucoup moins fréquent que chez des personnes qui n'ont pas de troubles du spectre autistique. Et au contraire, certains comportements, pas tous, hein, mais enfin, la plupart des comportements à risque addictif semblent être plus marqués et les personnes avec troubles du spectre autistique ont une vulnérabilité plus marquée vis-à-vis d'un grand nombre d'addictions comportementales. Je vais détailler. Donc, on voit bien que cette asymétrie perdure aussi vis-à-vis du risque addictif, puisqu'il y a une particularité dans l'expression des rituels de vie habituels chez ces personnes. Alors, au-delà de la question des écrans, il faut voir ce qu'il y a derrière. Hein. Il peut y avoir tout un tas de choses. Il peut y avoir juste du temps d'écran proprement dit, mais souvent, il y a quand même un certain nombre de conduites. Et les études qui sont des revues de littérature que je citais juste avant, en particulier la deuxième, montrent bien qu'au-delà du temps d'écran proprement dit, dans les addictions comportementales vis-à-vis desquelles les personnes avec autisme sont vulnérables, il y a l'addiction au porno, hein, et donc il y a plus facilement un temps très important, en particulier chez les sujets jeunes, qui peut être passé à consulter des sites pornographiques. Et puis, il y a aussi un risque vis-à-vis de certains jeux vidéo, en particulier les fameux MMORPG, donc Fortnite étant le dernier en date. Et puis, dans le passé, il y avait World of Warcraft, il y en avait
beaucoup d'autres. Alors, on pourrait discuter, on discutera peut-être aussi de pourquoi les MMORPG, mais il semble que les difficultés sociales de la vraie vie que rencontrent les personnes avec autisme, avec trouble du spectre autistique, soient moins présents dans une vie virtuelle et que incarner une seconde vie à travers un avatar leur permette de développer des liens sociaux avec moins d'angoisse relationnelle et moins d'angoisse sociale que dans la vraie vie. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses neurobiologiques pour essayer d'expliquer ça. Il y a un seuil d'excitabilité cognitive plus bas chez les personnes avec autisme. Vous savez que, je l'ai dit en introduction, il y a une continuité entre le trouble du spectre autistique et le TDAH. Il y a des troubles attentionnels dans l'autiste et il y a une hyper-excitabilité vis-à-vis des stimuli extérieurs qui participent à un phénomène d'aimantation vis-à-vis de ces stimuli. Et les pathologies addictives sont des pathologies de l'aimantation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce processus addictif que j'ai décrit est un processus qui va nous aimanter de plus en plus vers le comportement addictif. Il y a des perturbations des relations sociales, j'en ai déjà parlé, puis je pense que c'est évident pour vous tous que ça concerne particulièrement les personnes avec autisme. Il y a des perturbations aussi chronobiologiques, avec, là je ne suis pas du tout spécialiste, mais apparemment des troubles de l'endormissement et des troubles du cycle veille-sommeil caractéristiques des personnes avec autisme. Donc, ça pourrait expliquer aussi des retards de phase et une vulnérabilité plus grande et une appétence plus grande vis-à-vis des écrans en soirée notamment. Et puis, il y a des éléments anxieux propres aux troubles du spectre autistique, notamment l'anxiété sociale, avec le refuge dans des rituels anxiolytiques et, dans une certaine mesure, certains comportements addictifs ou para-addictifs pourraient correspondre à des rituels anxiolytiques, au moins à un moment donné du processus addictif. Alors, pour essayer de donner une réponse simple à une question complexe, est-ce que ce sont des addictions, les écrans, ou des intérêts restreints? Je pense que tout dépend, encore une fois, de l'impact sur les rituels de vie du sujet. S'il y a un temps d'écran important, mais qu'un certain nombre de rituels importants, affectivement, pour le sujet sont conservés, eh bien, je pense qu'on ne peut pas parler d'addiction. En tout cas, ce n'est pas les critères habituels d'un trouble addictif, quel que soit le support de ce trouble addictif. Par contre, si on voit qu'il y a une trajectoire sur les mois et les années qui précèdent, où les rituels peut-être plus asymétriques chez les personnes avec autisme, mais quand même très importants dans la structuration de leur vie quotidienne, se sont flétris, se sont amoindris parce que les écrans ont commencé à prendre beaucoup de place, et bien là, il faut se poser la question d'un trouble addictif et de son côté d'aimantation et d'écrasement des autres rituels de vie. Donc ça, je pense que l'approche clinique, elle doit se faire toujours pas centrée sur le comportement lui-même, mais sur les conséquences que ce comportement peut avoir sur les autres rituels de vie. Et donc, pour peut-être pas finir, mais pour avancer sur cette question, je pense que la prise en charge des personnes avec addiction et troubles du spectre autistique, en particulier addiction aux écrans, mais ça peut être vrai pour toutes les addictions, elle n'est pas vraiment différente dans sa philosophie que les personnes qui n'ont pas de troubles du spectre autistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu un étiolement des rituels de vie importants pour le sujet, en raison du comportement d'usage d'écran ou un autre comportement à risque addictif, il y a un processus de réhabilitation qui doit être mis en place, mais le processus de réhabilitation, c'est-à-dire de remuscler les rituels de vie, il doit tenir compte de la particularité du sujet, et donc il doit forcément ne pas se faire comme chez un sujet qui n'a pas de trouble du spectre autistique, et il doit se faire avec la personne pour privilégier peut-être certains rituels qui sont importants pour la personne et qu'il va falloir redévelopper. On parlait tout à l'heure des échecs ou de certains rituels intellectuels qui sont très chers parfois, même souvent aux personnes du spectre avec trouble du spectre autistique. Et ben, par exemple, si les échecs, c'est un élément important de la réhabilitation, on peut redévelopper une pratique des échecs hors écran, ce qui permettra de limiter le temps d'écran, voire de maintenir des périodes sans écran pour ces sujets. C'est évidemment un exemple. Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Je voulais dire donc un petit mot effectivement sur les recommandations et comparer les recommandations françaises et américaines, parce que quand on est addictologue, on se fait sans arrêt solliciter sur les fameuses recommandations françaises de Serge Tisseron, qui ont été validées, soutenues plutôt par la Société française de pédiatrie. Et c'est la règle 36912, en particulier pas d'écran avant 3 ans. Bon.
Alors, je pense que Serge Tisseron le dit lui-même, hein, ces règles n'ont pas de valeur scientifique, elles ne reposent sur aucune étude épidémiologique ou neurobiologique particulière, mais c'est plutôt des repères qui sont laissés aux parents pour leur donner un peu des conseils ou des recommandations pratiques assez simples à suivre. Bon. Le problème, c'est que toutes les personnes qui ont eu des enfants et qui ont des enfants de moins de 3 ans savent très bien que pas d'écran avant 3 ans, c'est une recommandation absolument inapplicable. Bon, donc, une recommandation inapplicable, ce n'est pas une recommandation, à mon sens, très pertinente. Voilà. Et d'une manière générale, ces règles 3, 6, 9, 12 sont relativement rigides. Et c'est vrai que quand on compare à d'autres recommandations, en particulier américaines, alors je fais un updating récent là, donc ils ont mis des limites. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes d'ailleurs, ça vous montre bien le caractère très peu scientifique de ces limites d'âge, hein, mais vous voyez que les Américains, ils compactent les limites d'âge. Et chez nous, ça va jusqu'à 12 ans, il faut adapter les règles jusqu'à 12 ans. Chez eux, à 6 ans, on applique les règles terminales, si j'ose dire. Mais si vous regardez un petit peu dans les détails, et je vous invite à aller voir ces recommandations américaines, en fait, elles sont beaucoup plus pragmatiques que les recommandations françaises, c'est-à-dire qu'elles ne mettent pas d'interdit ou de limite, hein. Même là, vous voyez, à 18 mois, ils ne disent pas ne pas utiliser d'écran. Ils disent que pas d'écran, c'est le mieux, mais qu'il peut y avoir des exceptions. Et puis surtout, si vous les regardez en détail, ces recommandations, ils ont parfaitement saisi cette histoire des rituels et de l'impact sur les rituels. Et donc, finalement, la question, ce n'est pas trop combien d'heures votre enfant utilise des écrans par jour, à partir de quel âge il a le droit d'utiliser tel ou tel écran, seul ou avec un adulte. C'est plutôt des règles de bon sens comme est-ce que votre enfant fait du sport? Est-ce que votre enfant a des résultats scolaires qui sont encore qui n'ont pas baissé? Est-ce que votre enfant n'est pas en surpoids? Est-ce que votre enfant s'endort correctement le soir et n'est pas fatigué dans la journée? Donc, on est vraiment là dans une compréhension fine de l'impact des écrans. Le problème, ce n'est pas l'écran en tant que tel et la limitation de l'écran pour la limitation de l'écran, c'est plutôt comment on évalue l'interaction permanente entre des usages d'écran et puis les autres rituels de vie. Et ça, je pense que c'est fondamental à la fois pour la prise en charge et pour les règles de prévention. Enfin, pour terminer, ce qui caractérise le rapport aux écrans, c'est qu'on est tous concernés par ça. Alors, vous allez me dire, on est tous concernés, par exemple, ou quasiment tous concernés par les usages d'alcool, mais enfin, on ne boit pas de l'alcool du matin au soir pour la plupart d'entre nous. Et je pense que ce qui est très compliqué dans les familles, c'est que beaucoup d'adultes voudraient que leurs enfants consultent moins les écrans, en particulier en solitaire, mais ont parfois du mal à s'appliquer les règles à eux-mêmes, hein. Et donc, quand vous rencontrez des problématiques d'enfants avec plus ou moins addiction aux écrans, vous voyez que les parents qui essaient de mettre des règles, quand vous les interrogez sur les règles qui se fixent eux-mêmes en famille, très souvent, il y a des usages solitaires d'écran, et même quand on regarde la télé tous ensemble ou qu'on est à table, il arrive très, très souvent que les adultes soient derrière les écrans. Donc, je pense que les règles de prévention, c'est des règles de prévention collectives et applicables à la fois aux enfants et aux adultes. Alors, pas forcément les mêmes pour les enfants et les adultes, mais on ne peut pas appliquer des règles de prévention crédibles auprès des enfants si on ne leur montre pas l'exemple et si on ne s'applique pas des règles aussi de limitation à soi-même. Voilà, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions sur ces principes-là, et je vous remercie.